Et oui, parce que voilà, les webconférences passent, mais les avantages de l'assurance vie, eux, demeurent nombreux et bien réels, même si, Caroline, qu'est-ce qui vous permet d'aujourd'hui affirmer que l'assurance vie reste la réponse à beaucoup de questions que se posent les Français et les clients qui nous regardent ce soir? Parce qu'il y a eu, faut le dire, il y a eu un petit désamour, on en a déjà parlé en 2020, c'est finalement pas le produit qui a le mieux marché. La bourse a été clairement privilégiée. L'assurance vie, c'est pas ringard, rassurez-moi. Non, pas du tout. Ça reste un produit attractif. Ouais. On l'appelle communément le couteau suisse des épargnants et c'est toujours le cas. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'assurance vie, c'est un produit d'épargne qui s'adapte à tous les projets, à tous les profils et à tous les besoins. Donc c'est vraiment, comme son nom l'indique, un couteau suisse et chacun peut l'utiliser comme il le souhaite. On va reprendre rapidement les avantages de l'assurance vie, qui demeure toujours d'actualité. Ouais. Exactement. Donc je vais passer rapidement sur les avantages fiscaux et successoraux, puisque on avait fait un webinaire dédié à ce sujet. On le mettra toujours en replay, hein, pour ceux qui... C'est pas simple la fiscalité. Exactement. Voilà, on le mettra en lien. Et pour faire simple très rapidement, les deux avantages fiscaux principaux vont être donc en cas de retrait, la fiscalité privilégiée après 8 ans, mais pas uniquement, donc à repréciser, à re-regarder dans le webinaire, et en cas de décès, la transmission qui est grandement facilitée. Autres avantages de l'assurance vie qui restent d'actualité, donc la diversité des supports d'investissement. Contrairement à un livret A ou à un livret de développement durable, on va avoir au sein même du contrat d'assurance vie un choix entre une diversité de supports assez intéressants, donc des plus sécuritaires aux plus dynamiques, des fonds euros aux unités de compte, pour faire simple. On a aussi une grande liberté dans le choix du mode de gestion, puisqu'on peut soit décider de gérer soi-même son contrat d'assurance vie si on est assez autonome, soit de décider de confier son contrat à des experts, comme on a aujourd'hui Edmond Rothschild pour gérer notre contrat. À côté de ça, on a aussi toute une panoplie d'actes de gestion qu'on peut faire au quotidien et en autonomie. Donc on peut réaliser des versements, mettre en place des versements programmés, réaliser des rachats également. On viendra à ça juste après. Et dernier point, mais non des moindres, c'est sur donc le rendement. Grande question. On parle beaucoup donc, du rendement du fonds euro qui s'érode d'année en année. Ça se résume un peu à ça trop souvent d'ailleurs. Hein, exactement. Et ce qui est vrai, hein, bien sûr, mais à mettre en parallèle aussi à côté donc, du taux du livret A, par exemple, on en parlait tout à l'heure dans le petit quiz. On a aujourd'hui un livret A qui est à 0,5%. Ah, vous avez dévoilé une partie de la question. Donc, et pour donner à titre d'exemple, donc notre fonds euro exclusif, lui, est à 1,43 sur 2020. Donc voilà, toute chose à remettre en parallèle. Et donc, on a parlé du taux de rendement des fonds euros, mais à côté de ça, on a aussi donc, la gestion pilotée qui peut permettre d'avoir une espérance de gain sur le long terme aussi intéressante. Donc ça, c'était sur l'assurance vie en général. Si on parle des avantages un peu plus particuliers également, donc on l'a dit, on a un contrat qui est modulable dans le temps. Donc aujourd'hui, je suis très dynamique, je suis jeune, j'ai envie d'investir sur les marchés financiers. Mon contrat, je peux lui donner un niveau de risque un peu plus important et aller chercher un peu plus de performance. Demain, je cherche un peu plus de sécurité, je cherche à mettre de côté mes plus-values, je vais prendre un niveau de risque plus faible. Donc vraiment, on fait comme on le sent, comme on le souhaite tout au long de la vie du contrat. On a parlé de la fiscalité attractive, la disponibilité de l'investissement. Ça, c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais appuyer. Exactement. On insiste à chaque fois. Le contrat d'assurance vie n'est pas bloqué, donc on peut vraiment disposer de son argent à tout moment. On peut l'alimenter et retirer donc, les sommes quand on le souhaite. Et juste deux petits points, donc les avantages de l'assurance vie par rapport aux autres produits, notamment le fait qu'on puisse détenir plusieurs contrats d'assurance vie, donc autant de contrats d'assurance vie qu'on le souhaite. 30 si on a envie. Exactement. Mais c'est important pour définir bien le projet. On peut avoir un projet par contrat d'assurance vie. Par exemple, les études des enfants pour un contrat et un autre pour sa retraite. C'est un exemple. Oui, parce qu'on peut considérer que cet avantage est un peu théorique, mais voilà, il faut voir à quoi ça peut correspondre. Un contrat par projet, voilà, une bonne application. Et le dernier petit atout par rapport aux autres produits, c'est qu'il n'y a pas de plafond sur le contrat assurance vie. Pas de plafond. J'ai une question de Sylvain, et là aussi on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est toujours intéressant d'y revenir. Est-il possible de transférer un contrat d'assurance vie d'une banque à une autre ? Alors, on ne peut pas transférer de contrat d'assurance vie, sauf au sein d'une même compagnie d'assurance. Oui. Donc, si la compagnie que vous quittez est la même que celle dans laquelle vous allez souscrire votre nouveau contrat, pas de problème, le transfert se fera sans souci. En revanche, si la nouvelle banque dans laquelle vous souhaitez transférer votre contrat d'assurance vie n'a pas le même assureur, ce n'est pas possible. Et donc, mais comme je le disais juste avant, l'avantage d'avoir plusieurs contrats peut aussi permettre d'avoir des objectifs différents.
Question un peu complémentaire de Loïc, mais avec un petit peu plus de précision. Si je souhaite investir et ouvrir un contrat Boursorama Vie, ben oui, venez Loïc, bien sûr. À partir d'une assurance vie qui a plus de 8 ans d'ancienneté d'une autre banque, quelle est la démarche à suivre? Alors, il faut que ce soit possible, on l'a vu avec vous. En particulier, quels seront les frais appliqués? Et question aussi intéressante, est-ce que c'est Boursorama qui se charge finalement de faire les démarches auprès de l'autre banque? Donc effectivement, si c'est la même compagnie Si on a le même d'assurance, assureur, voilà. pas de problème. En revanche, si ce n'est pas le même assureur, il faut bien penser à ouvrir un second contrat d'assurance vie, surtout ne pas clôturer celui qui a atteint les 8 ans. Ce serait vraiment dommage de perdre l'antériorité fiscale. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux ouvrir un second contrat. Et alors, c'est Boursorama qui s'occupe de tout si j'ai le même assureur? Alors là, il faut voir effectivement entre les différentes compagnies d'assurance d'où vient le contrat. Donc il faut se renseigner quand même un petit peu. Oui, bon, d'accord. Alors, on a les avantages du contrat d'assurance vie en général et on a envie maintenant de savoir pourquoi Boursorama Vie est un des meilleurs, le meilleur contrat d'assurance vie qu'on peut trouver sur le marché actuellement. Alors, pour rentrer dans le détail, donc on peut voir déjà la gestion au quotidien. Donc, comme la plupart des produits proposés par Boursorama Banque, on a donc une souscription et des actes de gestion 100% en ligne. Tout se fait à 100% en ligne. Un montant minimum de versement à l'ouverture du contrat qui est de 300 €. On l'a vu tout à l'heure, il est possible donc de récupérer son argent rapidement. Et donc chez Boursorama Banque, c'est disponible en 72 heures. Quand même très intéressant. On peut mettre en place des versements programmés dès 50 € par mois. Et les arbitrages se font à J+1, si tant est qu'on ait réalisé l'arbitrage en ligne avant 16 h le jour J. Voilà. On avait une question de Walid. Mettre 50 € par mois dans une assurance vie, est-ce que cela sert à quelque chose? Alors, tout à fait. Il a raison, oui, on pourrait se dire 50 €, c'est pas grand-chose. Exactement. C'est pas ça qui va me faire fructifier mon épargne. Mais effectivement, c'est indolore. Mais de l'autre côté, le fait d'investir régulièrement, par petites sommes ou pas, mais régulièrement, permet donc de lisser les points d'entrée, ce qui signifie qu'on va parfois investir au plus bas, parfois un peu plus haut. Et sur la durée, ça permet d'envisager une performance assez intéressante. Bon, alors il y a effectivement tous les avantages du contrat Boursorama Vie. Il y a les frais aussi qui sont un élément important. On le rappelle, on le dit à chaque fois, est-ce qu'on peut faire le point complet sur les frais du contrat Boursorama Vie? Exactement. Donc, comme pour la partie d'avant, les frais, c'est un petit peu inhérent à Boursorama Banque. On n'en prend quasiment pas, voire pas du tout. Donc, comme vous pouvez le voir, pas de frais d'entrée et de sortie sur le contrat, pas de frais sur les rachats, pas de frais d'arbitrage, pas de frais sur les versements. On peut voir la slide, là, justement, à l'écran, cette belle petite collection de zéros qui s'affiche. Et pas de frais supplémentaires, que vous soyez en gestion libre ou en gestion pilotée. On vous prélèvera uniquement donc, les frais de gestion, qui sont de 0,75 % par an. Alors justement, question de Michel là-dessus, comment sont calculés ces frais de gestion? Ces frais sont-ils proportionnels aux gains réalisés ou constants? Pourquoi varient-ils d'un trimestre sur l'autre? Alors, donc, ils sont prélevés trimestriellement. D'accord. Donc les 0,75 par an trimestriellement, ça nous fait du 0,1875 % par trimestre. Et ils ne sont pas corrélés à la performance, c'est vraiment constant et régulier par rapport à votre encours. Bon. Il faut maintenant rentrer dans le détail de ce contrat d'assurance vie. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? On a parlé gestion libre, gestion pilotée. On va peut-être commencer par la gestion libre. Je suis autonome, je me sens en confiance. Comment je vais pouvoir composer ce contrat d'assurance vie pour qu'il me ressemble? Alors, donc dans la gestion libre, on a deux typologies de supports, des fonds en euros et des unités de compte qu'on verra juste après. Les fonds en euros, donc, qui sont les supports les plus sécuritaires. Chez Boursorama, on en propose deux, donc le fonds Eurocima et le fonds euro exclusif. La différence entre ces deux fonds euros, c'est que le fonds euro exclusif a une dynamique un peu plus immobilière. Pour vous donner les chiffres, donc les performances 2020, sur Eurocima, on est à 0,90 % de rendement et sur euro exclusif, on est à 1,43 comme je vous le disais tout à l'heure. Si on peut afficher donc la suite, à côté Juste de nos fonds question d'Abel, je la prends parce qu'on en a parlé, mais c'est pas grave. Quels sont les frais d'entrée pour une assurance vie chez Boursorama? Donc il n'y en a pas, c'est ce qu'on a vu juste avant. Zéro Abel, il n'y a pas de frais d'entrée. Donc à côté des fonds en euros, on a, comme je le disais, les supports en unité de compte. Parmi les supports en unité de compte, donc on a environ 400 supports en unité de compte. Une belle petite panoplie pour faire son choix. On va retrouver donc des FCP, des SICAV, qui sont donc des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds diversifiés. On va retrouver également des ETF, donc qui répliquent un indice boursier, des titres vifs, donc les actions en direct, des OPCI et SCPI, donc des supports de pierre-papier. Voilà pour la gestion libre. Bon, et si ça m'impressionne un petit peu tout ça, je ne suis pas bien sûr de faire les bons choix, qu'est-ce que je fais?
Alors là, la deuxième solution, donc Ouais. quand on n'est pas autonome ou qu'on n'a pas le temps de gérer son contrat, c'est donc de se tourner vers la gestion pilotée. Donc je vais faire une petite introduction avant de laisser la parole à Olivier. Bien sûr. Donc la gestion pilotée, notre partenaire historique, donc Edmond Rothschild Asset Management, avec qui nous avons donc 5 mandats de gestion, du plus défensif au plus dynamique. Et donc plus récemment, nous avons lancé aussi une nouvelle offre ISR. Donc je vais laisser la parole à Olivier. Faut Oui, peut-être pour détailler. et justement, parce que la question, elle tombe, elle crépite sur ma tablette. Olivier, avant peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet, quels sont les rendements 2020 des différents mandats de gestion pilotés? Question de Jean-Marc, mais c'est aussi maintenant une question de Jean-Pierre dans son inscription. Alors, ça a été une année, évidemment, vous en doutez, un peu compliquée avec le grand trou d'air et le grand choc qu'on a connu en début d'année. C'est difficile de s'extraire de ce genre de période parce que d'abord, c'est très violent et qu'effectivement, les réponses à la fois budgétaires et monétaires ont été tellement rapides que, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un peu le dos rond vers la fin de la période. En revanche, à partir du 6 avril, on avait commencé à recharger notamment des actions chinoises qui avaient beaucoup d'avance dans le cycle. Ensuite, on a eu des stratégies inflation dans la partie obligataire au mois de juin et beaucoup de petites valeurs américaines, puisque là, on avait une vue très constructive sur les plans de relance, en tout cas l'élection de M. Biden potentielle, et en tout cas une vue très constructive sur l'année prochaine, et enfin, donc sur cette année maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on passe par des points très négatifs. Je sais que notamment dans le mandat défensif, ça a été un peu douloureux. C'est toujours trop long quand ça baisse. On est d'ailleurs en train de travailler à réduire un peu la volatilité de ce mandat défensif, puisqu'on doit aller chercher, comme je le disais, du rendement pour essayer de diversifier la partie obligataire. Et quand il y a un événement de marché aussi important, malheureusement, on s'est retrouvé effectivement à baisser assez fort, comme les mandats équilibrés, les mandats dynamiques, alors un peu moins évidemment. Mais donc l'important, c'était surtout de travailler sur le scénario et comment on allait remonter la pente. Et ça s'est plutôt pas trop mal terminé, puisque un mandat défensif termine l'année avec une performance de 2,49% net, net de frais de gestion, net de tout. Un mandat équilibré termine l'année à 5,14%. Un mandat, le réactif, qui va osciller en moyenne entre un équilibre et un dynamique, mais qui peut aller un peu plus en période compliquée, il a fait 5,82. Le mandat dynamique, qui a une performance de 7,69%, et le mandat offensif, qui a été très impacté dans la première partie de l'année, notamment par l'Amérique latine, qui avait effectivement, je ne sais pas si vous vous en rappelez, notamment le Brésil, oui, qui avait refusé de confiner. Donc là, non seulement le marché avait baissé, mais sa devise avait été attaquée. Ça nous a un peu impacté, comme il y a une grosse proportion dans le mandat offensif d'actions émergentes, et il ne fait, entre guillemets, que 6,94% à la fin de l'année. Vous voyez, une hiérarchie, en tout cas, des risques qui est plutôt bien respectée, et une courbe en V qu'on a vécue aussi. La remontée a été assez lente. Vraiment, on en est désolé. C'est vrai que c'était un choc très important sur les marchés. Mais il fallait vraiment travailler sur le scénario, travailler sur les perspectives et voir vraiment si on avait tous les éléments en main pour que les économies repartent, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc voilà, les performances pour l'année dernière. Bon, une question de F92. Les rendements que vous annoncez sont-ils nets de frais? Oui, ils sont nets de frais, Olivier. Oui, nets absolument de tout. Bon, avant de passer à la troisième partie, de rentrer dans le détail de votre métier de gérant allocataire, Olivier, on avait quand même une question de Guy sur un contrat en gestion libre. Je peux toujours arbitrer tout ou partie sur le fonds euro en cas de panique. Je n'ai plus cette possibilité en gestion pilotée. Il ne me reste que la possibilité de clore mon contrat si je veux préserver mes avoirs. Que se passe-t-il en cas de crash boursier? Quelle est l'attitude des gestionnaires? Comment ça se passe? C'est vrai, parce que finalement, on perd cette capacité de réagir qu'à la gestion libre. C'est vrai. Alors, on a aussi, nous-mêmes, on avait recommandé la sortie des fonds euros pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure sur les taux réels, à savoir qu'effectivement, la baisse tendancielle du rendement des fonds euros, même s'ils gardent tout leur aspect d'enveloppe dans l'assurance vie, avec l'enveloppe fiscale, tout leur aspect de liquidité, l'aspect de quelque part de sécurité, puisqu'il y avait un rendement garanti, il était difficile pour nous de continuer à recommander un actif dont on savait qu'à terme, il allait devenir négatif en termes de rendement réel, puisqu'une fois qu'on a enlevé l'inflation sur un fonds euro aujourd'hui, en zone euro, on se retrouve dans le rouge, malheureusement. Donc, c'était difficile de continuer dans nos allocations, en tout cas,
de recommander la présence du fonds euro. Et donc, on a diversifié ce fonds euro vers des produits obligataires de différentes natures. Il y a des emprunts d'État, des obligations inflation. Nous avons également des obligations vertes, ce qu'on appelle des green bonds, qui financent aussi toute la transition énergétique. Donc, on a dû diversifier effectivement cette partie-là. Et c'est vrai, je reviens encore sur le mandat défensif qui a une volatilité assez importante l'an dernier. C'est vrai que du coup, quand on a un événement de marché comme on l'a connu, eh bien, on peut se retrouver avec des cours d'obligations qui vont baisser, alors qui se reprennent aussi derrière. Ça a été le cas notamment par exemple des obligations convertibles qui perdaient 11% à un moment. On a un des deux fonds de convertibles qui termine l'année à plus 25, c'est-à-dire que c'est même mieux que le CAC 40 qui finit l'année à moins 5. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de matériel en termes de performance, mais ponctuellement, oui, on n'a plus clairement entre guillemets, cette assurance du fonds euro qui va monter, en tout cas, qui va monter sur une pente très faible, mais qui ne baissera pas en réalité. Ouais. Donc, voilà, la raison, c'est que je crois que vous aviez eu aussi une question sur effectivement les horizons d'investissement. C'est sûr que c'est pour ça que les horizons d'investissement sont là pour protéger finalement les investisseurs. Parce qu'effectivement, quand on a ce genre d'événement de marché, il faut pouvoir aller faire un peu le dos rond, regarder un peu plus loin. Bien évidemment, on est extrêmement actif dans cette période-là, vous vous en doutez, mais on n'a pas eu, quand on regarde dans le rétroviseur, on n'a pas eu cette sécurité du fonds euro. Comme je vous le disais, encore une fois, sur le mandat défensif, on est en train de recalculer et de refaire des modélisations pour arriver à réduire un peu la volatilité de ce mandat spécifiquement. Bon, on va reparler des horizons d'investissement parce qu'il y a une question intéressante sur le sujet. Mais avant, justement, on va voir comment vous arrivez à ces performances avec cette troisième partie, la gestion pilotée chez Boursorama. Et c'est tout de suite.